Bienvenue, où j'ai le plaisir de recevoir Loup-Garou France. Nous nous trouvons actuellement au Salon du Livre de Senonches. J'espère que vous nous entendez bien, parce qu'il y a un petit peu de monde. Bonjour Morgane. Bonjour, enchanté, je suis Loup-Garou France. Yes. Donc moi je suis la chaîne de Histoire et Révélation où j'ai eu le privilège de l'interviewer il y a de ça un an. Donc on se retrouve tous les deux au Salon du Livre. Avant de commencer, je voulais vous présenter mon livre que j'ai écrit. Donc c'est Mon aventure dans une autre vie. Vous le trouverez sur ma chaîne YouTube Histoire et Révélation. Et donc, alors Morgane, depuis un an qu'on s'était eu en interview, Ouais. qu'est-ce que tu as fait depuis? Rien. Rien. J'ai rien fait, mais quand tu dis rien, c'est rien. J'étais là. Tu as fait des enquêtes quand Non, même. non, j'étais assis et je n'ai rien fait. Bon, la blague à part, l'aventure Loup-Garou France continue plus que jamais, puisque en fait les interviews affluent continuellement, on me contacte via le site. Et Loup-Garou France prend tout doucement de l'ampleur, doucement mais sûrement. C'est une chaîne qui atteint tout doucement les 13 000 abonnés au moment où on parle, tout doucement. Donc ça reste assez honorable, c'est pas extraordinaire, mais grâce à des personnes comme toi aussi, qui ont des chaînes aussi assez importantes, ça me permet de continuer à faire connaître mes travaux. Et donc je multiplie les témoignages, les reportages de terrain, les interviews à gauche, à droite. Et c'est une très très belle aventure avec une communauté vraiment belle aussi. Je la considère comme une forme de cyber-family d'ailleurs, parce qu'ils sont vraiment agréables, gentils. On peut rire avec eux, on peut parler même des fois d'autres sujets de loup-garou que de loup-garou lors des lives, tout ça. Enfin, c'est une belle communauté, vraiment c'est une grande aventure Loup-Garou France. C'est pas juste une aventure de loup-garou, c'est une aventure humaine. Yes. Et justement, comment tu pourrais décrire tes internautes qui te suivent régulièrement? Comment tu pourrais les décrire en un seul mot? En un mot, mot. En deux mots, mot. T'es un grand blagueur, n'empêche, t'as pas changé. Ah ben j'ai toujours le mot pourri. En un mot c'est compliqué, mais En plusieurs si tu veux. plusieurs, ouais, je veux bien, ouais, ça m'arrange. C'est non, alors je sais que c'est avant-gardiste en fait. Et quand l'audience, mes abonnés, un jour si ça se savait publiquement, ou pas, mais si ça se savait publiquement, les abonnés, tout ça, diront la même chose que moi. Bah oui, on sait que ça existe, on le sait depuis longtemps, vous nous apprenez pas grand chose en fait. Donc c'est vraiment avant-gardiste et c'est une belle aventure, bien qu'animale, une aventure humaine. C'est un vrai échange. J'ai vraiment un vrai contact, une vraie réciprocité avec un certain nombre d'abonnés qui, c'est une forme entre guillemets de cyberlove, entre guillemets, tu vois. C'est une histoire il y a une affection, il y a quelque chose. Il y a un feeling, il y a quelque chose, il y a un lien. Puis tu sais, tu me connais un petit peu, tu vois, j'ai un arrière-plan complotiste quand même, et il y en a beaucoup aussi dans la communauté qui ont compris les rouages du système, de comment ça tournait aussi, tu vois. Donc j'ai des conversations qui vont même au-delà du loup-garou avec un certain nombre lors des lives. Et les lives sont très importants parce que ça rapproche, il y a un vrai contact humain. C'est ça. C'est pas juste virtuel. Derrière, il y a vraiment des vraies personnes, quoi. Et vraiment de très belles personnes. Et justement, donc ma première question, c'est, je pense que tout le monde te l'a déjà posé, mais on aimerait bien savoir comment tu procèdes quand tu reçois un témoignage, comment tu vas procéder pour prendre cette information et de dire tiens, je vais faire un reportage. Et je pense que les gens, c'est ça qui les intéresse, comment tu vas découvrir, comment tu vas découper, comment tu vas mettre en place ton projet pour aller étudier ce phénomène à tel ou tel endroit. On veut savoir tout à peu près comment tu vas procéder. Tu parles du reportage ou du témoignage? Les deux, c'est-à-dire comment tu vas faire pour recevoir, capter ton témoignage. D'abord, ça passe par le témoignage. La personne m'écrit via lougaroufrance@gmail.com, l'adresse mail lougaroufrance@gmail.com, c'est toujours la même. Et ou via Facebook, il y a les réseaux sociaux, il y a TikTok, Loup-Garou France, il y a tous les réseaux. Et ensuite, la personne me raconte son récit. Et si je juge que c'est intéressant et équilibré au prime abord, eh ben, je vais lui répondre et lui demander son numéro de téléphone. Et ensuite, on entre en contact téléphonique. Et là, la personne, je lui pose beaucoup de questions, un peu comme au commissariat. Tu vois, il y a plein de questions. Tu vois. Et puis là, j'essaie, via des techniques que je ne dévoilerai pas ici, mais via certaines techniques,
d'essayer de comprendre si c'est bien réel, si la personne est tout à fait... Oh, le Loup-Garou France en interview, là. Ne dérange pas le Loup-Garou France, bon. Aucun respect, hein, vraiment, ils ne se rendent même pas compte, là. Bande de connards. Et donc, ouais, j'utilise certaines, je dirais, techniques. C'est pas de la manipulation, mais c'est des techniques, tu sais, je dirais, pour essayer d'identifier si la personne est tout à fait correcte, sérieuse dans ses propos, tout ça. Et si je juge que c'est le cas, je ne suis pas infaillible, on peut toujours se tromper, bien sûr, mais et bien là, on entame une interview avec des questions, comme si je ne connaissais pas son récit, en fait. Hein, donc, je repose des questions, non pas pour moi, mais pour les internautes, pour les abonnés. Et donc, tout est cohérent, alors je diffuse. D'accord. Et ensuite, il y a les reportages. Et justement, oui. Quand mettons, dans cette première partie, tout est OK. Comment tu vas procéder quand tu vas aller directement sur le terrain? Est-ce que tu vas faire une recherche en amont avant, c'est-à-dire Google Maps pour voir l'endroit où c'est, comment tu vas te procéder, par où tu vas commencer, essayer de détailler l'endroit où la chose a été vue, et puis après en fonction de ça, tu vas dire voilà, il faut tant de caméras pour filmer. Est-ce que tu y vas seul ou tu y vas accompagné comme tu fais d'habitude, parce que souvent tu n'y vas pas seul. Est-ce que tout ça tu les prends en compte et comment tu fais? C'est c'est pas mal de temps d'organisation effectivement, parce que je dois faire des recherches en amont sur Google, sur la zone en question. Je prends un maximum d'informations aussi sur la zone via le témoin. Il faut que le témoignage soit... Alors, je ne le faisais pas forcément au début, mais maintenant je le fais systématiquement. Il faut que le témoignage soit récent pour optimiser les chances de tomber sur un loup-garou. Et c'est très compliqué parce que c'est un animal. En voyage, il ne va pas forcément rester dans la même zone longtemps. Des fois, il peut être que de passage, puis des fois, il peut rester longtemps aussi. En fait, on n'en sait rien. Donc, le but, c'est d'avoir des témoignages les plus déjà authentiques. Ensuite, que ça soit récent. Donc, déjà, c'est les deux critères. Et ensuite, il ne faut pas que ce soit trop loin de chez moi non plus, parce que je suis un reporter indépendant. Ouais. Donc, qui dit indépendance dit difficulté financière automatiquement, parce que je n'ai pas une grosse production. En fait, ceux qui me financent, ce sont mes abonnés. Enfin, une petite partie des abonnés d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui profitent de la gratuité. Et je peux comprendre, parce que c'est la crise, mais c'est la crise aussi pour moi. Donc, c'est pour tout le monde la crise. Oui. Donc, je remercie toujours beaucoup, vraiment énormément et souvent, les abonnés qui font des dons sur mon PayPal, qui achètent mes bouquins, des petits goodies Loup-Garou France, comme les mugs dans la boutique du site, etc. Parce que tout ça, ça compte en fait. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Il y en a qui disent, oui, t'es un escroc, tu demandes toujours de l'argent, tu parles toujours d'argent, mais ces gens-là ne se rendent même pas compte de ce que représente le travail dans l'audiovisuel, c'est ça que tu connais. Hein. Bah oui, voilà. Le montage des vidéos et tout ce qu'il y a. C'est extrêmement chronophage. Tu vois, moi je sais que même au niveau de reportage, parce que c'est dans mon cas aussi, pour aller récupérer des informations, on va dire que c'est là la plus grosse partie. Ouais. Le reportage, quand tu vas sur place, c'est infime. C'est rapide, c'est plus rapide. C'est plus rapide. Tout à fait. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu as toujours, comme avant, tu as toujours des soucis avec tes caméras au niveau des piles, ou tu as changé J'ai jamais eu de problème. J'ai très rarement eu des problèmes avec les piles. Il m'est arrivé une fois avec une LED de penser la charger, puis en fait, je pense que j'ai foutu, mais je l'ai mal chargé. Je pense que voilà, quand ça fait partie aussi de l'envers du décor, du travail, c'est qu'à un moment donné, tu crois que tu charges, mais en fait, tu ne charges pas. Tu crois qu'il peut t'arriver n'importe. Alors voilà, ça, mais globalement, non, les piles fonctionnent bien. Il m'est arrivé aussi une fois de mettre l'une de mes caméras de déclenchement, puis en fait je me suis aperçu que je ne l'ai pas enclenché du tout. Je foutu, je crois que c'était à Cousance les Forges, mais automatiquement quand tu travailles beaucoup, à un moment donné il t'arrive des petites couilles, il t'arrive un petit truc, tu fais une connerie, tout ça, ça fait partie du... Mais les abonnés cohérents le savent très bien, tout ça, donc ils n'en tiennent pas rigueur, ils savent que c'est pas facile, et je dis toujours, vraiment s'il y a des chasseurs de loups-garous qui connaissent aussi bien que moi, en toute humilité, et qui peuvent faire mieux, vraiment, et c'est pas avec ironie que je le dis, allez-y et faites-le, et j'attends vos vidéos avec impatience. Ouais. Il se trouve qu'il y en a ils te contactent directement, puis ils viennent avec toi, ils te disent voilà, tiens, alors, j'ai vu. Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, me contacter pour que j'aille dans un lieu, déjà, il va falloir financer le voyage, et le temps de préparation, et le temps de tournage,
et le temps de montage et donc le voyage qui va avec. C'est ça. Et aussi, si je dormais sur le terrain, il faut bien que je dorme quelque part. Je ne vais pas dormir dans la forêt, il faut que je recharge les batteries, il faut que je transfère tout sur le disque dur, etc. Et puis j'ai vraiment envie de me reposer, parce que si je dors dans une forêt, je ne vais pas me reposer. Tu vois, tu as tout le temps, tout ça, donc j'ai besoin de dormir si je reste sur le terrain plusieurs nuits. Donc voilà, d'ailleurs je passe pas mal de nuits dans les forêts lorsque je vais en reportage, mais aussi l'idée c'est de partir seul. J'ai commencé déjà à le faire, au moment où on parle, mais je vais continuer tout au long de l'année à y aller le plus souvent seul. Parce que je veux optimiser les chances d'avoir des résultats. On est face à un animal, c'est pas un esprit démoniaque, un djinn ou une créature qui vient d'une dimension parallèle, comme disent certains débiles. Et ça n'a rien à voir avec ça, c'est un animal, c'est clairement un animal préhistorique. Je l'explique dans mes livres, il faut lire mes livres, il faut bien écouter ce que j'explique. Vous allez là, c'est très cohérent, c'est très simple. Les gens vont toujours chercher des explications dans des trucs rocambolesques, mais des fois les explications sont juste là devant nous pour ça, comme pour des sujets politiques aussi d'ailleurs. Oui. Tout ça, des fois, en fait, c'est juste là, il faut juste ouvrir un tout petit peu les yeux et être cohérent. Et donc je vais y aller le plus souvent possible seul, et je veux, donc comme on est face à un animal, automatiquement il y a le problème des odeurs corporelles, des bruits que tu fais, des bruits de pas, des bruits des paroles que tu émets, tout ça. Donc c'est un animal, donc il peut se barrer. Oui. Donc le but c'est d'être le plus silencieux possible, même si des fois tu es obligé de communiquer un peu avec tes abonnés à travers la caméra, mais tu vois, c'est pas forcément facile tout ça. Mais vraiment, tous ceux qui ont des conseils à me donner, plein de bons conseils, et tu devrais faire ci, et je te conseille de faire ça, allez-y, vous. Moi, j'utilise ma méthodologie qui, je pense, est quand même pas mal parce qu'elle a apporté déjà beaucoup de fruits en plus de 3 ans. On a eu des résultats incroyables. J'ai quand même eu des expériences rapprochées avec un loup-garou à 3 reprises. J'ai jamais pu avoir, au moment où on parle du plan rapproché, proche, mais j'en ai eu quand même. On a eu pas mal de trucs. Donc tu vois, c'est quand même, je suis très heureux des résultats. Excusez-moi, vous pouvez faire un tout petit peu moins de bruit s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et donc voilà, non, c'est vraiment, je suis très heureux des résultats déjà obtenus. Et je suis sûr que j'optimiserai les résultats en étant seul. Mais moi, il n'y a pas besoin de m'accompagner. Allez-y tout seul, faites-vous le job dans votre coin. Moi, je n'ai pas le monopole de la chasse au loup-garou. C'est gentil de vouloir venir avec moi, mais je ne suis pas un aimant à loup-garou non plus. C'est juste que je vais dans les bons lieux et que je mets de l'argent là-dedans. Et je le dis dans mes livres d'ailleurs, c'est que voilà, quand on est chasseur de loup-garou indépendant, il va falloir déjà s'informer et savoir de quoi réellement on parle pour se mettre en condition et avoir les fonds nécessaires et la patience nécessaire aussi, parce que c'est pas forcément agréable d'être dans une forêt, dans un lieu en pleine nuit. Déjà, c'est pas normal pour un être humain d'être en pleine nuit tout seul dans la forêt. On n'est pas des êtres nocturnes. Donc il y a toute une ambiance qui se met en place, donc il faut avoir peut-être parfois une forme de courage, voilà, sans exagérer, mais bon, et puis il faut être patient, parce que tu es là, t'attends en fait, tu ne fais rien. Donc c'est sûr que quand on est 2, 3, voire 4, comme ça m'est déjà arrivé, c'est différent, ça passe plus vite, l'ambiance est différente, mais quand tu es tout seul, ça n'a aucun rapport. Vraiment, ceux qui peuvent faire mieux, vraiment, allez-y, j'insiste. Et justement, quand tu vas fréquenter un lieu bien en particulier, est-ce qu'il y a une odeur particulière? Tu te dis, voilà. Particulière. Une odeur particulière, ça n'existe pas. Une odeur particulière que le loup-garou laisse derrière lui. Alors c'est déjà arrivé, je me souviens, ça me rappelle j'étais, c'est pas très loin d'ailleurs, pour voir les reportages au Bois des Gars, je me rappelle une fois, on avait une odeur vraiment insoutenable, il y avait de la barbaque, en fait, c'était assez frais, la barbaque, des viscères et des 2 têtes découpées de moutons et de chèvres, un truc comme ça. Je pense pas que ce soit un loup-garou qui fait ça, dépecer comme ça, c'est incohérent. Je pense qu'il y a des gens qui viennent balancer de la barbaque, en fait, et qui peut-être savent même que cet animal existe dans le coin. Parce qu'à côté, il y a des carrières. Et c'est des carrières qui font approximativement 40 km de long. Donc il faut se lever très très tôt pour faire 40 km dans une carrière. Déjà, c'est interdit d'y aller, premièrement. Et en plus, si tu y vas, il va y avoir un problème d'oxygène, il va y avoir un problème de bon courage pour ne pas te perdre
bon courage pour faire 40 km déjà en pleine ville. Déjà c'est compliqué, enfin, tu sais, en pleine rue, mais alors dans des souterrains avec des lumières, 40 km, Ouais. pour moi C'est compliqué. Pour moi c'est impossible, j'ai pas le budget nécessaire, l'équipe nécessaire, il faudrait des spéléologues, sachant qu'en plus il y a des tunnels qui ramènent apparemment jusqu'à Paris, certains disent, je peux pas l'affirmer mais certains disent ça, mais en fait ça fait 150 km Ouais, bah plus. En fait la France est un gruyère, ces animaux-là vivent principalement là-dedans, ils sortent pour se nourrir bien sûr, mais après ils rentrent, mais je pense qu'il y a des gens, parce que ça puait vraiment, il y avait qui viennent balancer leur merde ici en fait. Je vois pas pourquoi il y aurait quelqu'un qui vient dépecer des animaux ici et puis il les laisse comme ça. Et surtout qu'il n'y avait pas de. C'est bizarre, il n'y avait pas de laine, il n'y avait pas de poils d'animaux, il y avait juste ça en fait qui tuait à mort. Et j'ai discuté avec des paysans en amont et ils m'ont dit qu'ils avaient eu, s'il vous plaît, moins de bruit, s'il vous plaît. Et il y avait des moutons qui avaient disparu, tu vois, enlevés carrément. Tu vois, donc, et plusieurs témoignages dans cette zone-là d'apparition de loup-garou. Et encore, moi j'ai pas tous les témoignages, il y en a beaucoup plus, tu vois, moi j'en avais eu que 2. Et c'est pour ça que j'étais allé, c'était pas très loin de chez moi, ça tombait bien. Et moi-même j'ai eu et j'étais pas tout seul, une expérience rapprochée avec un loup-garou qui sortait d'un champ de blé et qui a couru à fond, et c'était environ 15-20 mètres de lui. Mais c'est très sombre, c'est là où j'avais eu un problème avec une lampe, il y a eu tout en passant. Et voilà, et donc l'odeur me ramène à ça. L'odeur des loups-garous n'est pas systématique, ça dépend ce qu'ils ont fait. Alors c'est vrai qu'ils ont une odeur corporelle très forte parce qu'ils ont. Tu peux la décrire cette odeur? C'est une odeur de chien mouillé intense. Et D'accord. parfois même ça s'accompagne à de la charogne s'ils se sont dégueulassés dans de la vase, ou ils se sont pour se déparasiter, tu sais, ou s'ils se sont roulés dans de la barbaque pour marquer leur territoire, leur bouffe, en fait c'est comme ça qu'ils font aussi. Et ben effectivement ils peuvent tuer, parce que comme ils ont une odeur corporelle forte et qu'ils se roulent en plus dans de la barbaque, de la charogne, automatiquement ils ne vont pas avoir une odeur de rose. Ah, c'est clair. Donc c'est ça en fait, cette odeur-là, elle n'est pas systématique. Parfois il y a des loups-garous dégueulasses, où il leur manque ils ont des lambeaux de laine, pas de laine, de poils qui traînent, qui sont en pleine nue, mais parfois ils sont en pelage parfait, très très beau. Là ils sont au top du top, tu vois, et ils ne puent pas du tout. Donc ça dépend en fait, ça dépend. Cas par cas. Okay. Et est-ce que tu peux décrire est-ce qu'on peut savoir la durée de vie? Non, on peut pas. Ah, t'as pas fini. Pas. La durée de vie d'un loup-garou? Non, je ne le connais pas. Ça fait pas. Il y a quelques réponses, enfin des questions auxquelles je bottais en touche parce que. Alors là, il faudrait vraiment des études scientifiques, des autopsies, etc. À mon avis, la réponse la plus cohérente, c'est que c'est un animal qui doit vivre environ, je dis bien environ 15 ans. Puisque c'est un loup, ça reste une race de loup. Tous les loups vivent à peu près 15 ans. Je dis bien à peu près, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, pour ceux qui chipotent, je crois. Et donc je pense, étant une race de loup, bien qu'une race de loup assez, je dirais, perfectionnée, je pense que ça doit être approximativement le même temps de vie. D'accord, ok. Je suppose. Et justement, ton dernier reportage, ou peut-être celui d'avant, où tu avais été voir, tu t'es rendu dans une grange où il y avait un loup-garou qui a été pris par un être humain, ou le long du chemin de fer. Et est-ce que toi, tu penses qu'un animal de son genre, ou peu importe lequel animal, le propriétaire il décède, donc l'animal il s'est habitué à l'homme, donc c'est un animal sauvage. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses, à ton avis, que cet animal peut retourner dans la vie sauvage? Forcément, il s'est habitué à l'être humain. Comment tu vois ces choses-là? Si, donc cette personne-là, au vu du témoignage auquel je crois totalement, j'ai longuement discuté avec ce témoin au-delà de l'interview, donc je sais que c'est une personne vraiment fiable, sérieuse. Je suis absolument convaincu. Ça dépend si... En fait, on ne sait rien de cette histoire-là au-delà du témoignage. C'est-à-dire, on ne sait pas le proprio, enfin l'ancien proprio qui est décédé depuis le temps, où il a eu ce loup-garou. Quand, dans quelles conditions, en fait, on ne sait rien. Donc, on peut spéculer 10 ans. Donc, je m'interdis de trop entrer dans des spéculations parce qu'au bout d'un moment, tu écris la théorie, tu refais le monde comme ça. C'est pas intéressant, mais voilà.
effectivement, et s'il l'a habitué dans cette cabane-là pendant des années, on ne sait pas si ça se trouve, en fait, c'était pendant une semaine. Oui. L'autre, il est tombé au bon moment. Si ça se trouve, c'était en C'est fait ça. pendant 6 mois. Si ça se trouve, c'était pendant un an. Si ça se trouve, il l'a chopé, il lui a tiré dessus, il l'a dézingué, il l'a amené dans son machin, il l'a attaché avec une chaîne, il l'empêche de sortir. Si ça se trouve, il a depuis qu'il est bébé. On n'en sait rien. On n'en sait rien, ouais. Ouais, c'est vague, ça, c'est vague. C'est vague, on ne peut pas savoir Yes. ça. Donc, mais par contre, s'il l'a habitué plus jeune, effectivement, à être enfermé dans une zone comme ça, le relâcher après, à mon avis, c'est pas non plus je sais pas si c'est une très bonne idée parce qu'il va crever vite. Oui. Enfin, je suppose, parce qu'il va devoir s'adapter aux conditions de vie auxquelles il n'est pas du tout habitué de la nature, qui est assez impitoyable. Donc je pense qu'il pourrait mourir. Quand tu relâches un animal sauvage en pleine nature, il s'y fait pas forcément. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ne peuvent pas y arriver. Le loup-garou est quand même un animal assez exceptionnel, donc pourquoi pas. Mais ça reste délicat. Mais là, c'est vraiment de la spéculation. On ne sait pas, en fait. Cette histoire-là est vraiment très... Moi-même, hein, je dis, voilà, elle souffre d'énormément de manque d'informations. Et ceux qui ont vu mon reportage, et même la version longue sur loup-garou-france.fr, parce que maintenant je mets une version courte sur YouTube, et pour ceux qui veulent vraiment me soutenir, il y a la version longue avec 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes en plus maintenant dans les reportages, où j'interviewe les gens en caméra discrète, etc. Tu vois bien, je pense quand même faire le job. Toujours pareil, s'il y en a qui peuvent faire beaucoup mieux, ouais, allez-y. Mais bon voilà, j'ai fait le tour, j'ai passé beaucoup de temps de montage après, etc. J'ai bossé quoi. Yes. Ok. Moi j'ai encore une autre dernière question, puis après je vais laisser place à des questions des abonnés qui sont venus te voir. Ah oui. Et justement ma dernière question, je voulais te poser, et je pense que je te l'avais déjà posée lors de notre dernière interview. Est-ce que tu penses, à force d'aller chercher cet animal, moi je pense que cet animal, comme tout animal sauvage, il y a toujours son instinct qui lui dit pars-toi, reste pas à côté d'un homme. Ouais. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Est-ce que c'est pourquoi tu t'acharnes autant à aller chasser cet animal, pas le chasser, d'aller c'est le chasser, mot, mais pas avec un fusil. oui, d'aller chasser cet animal, alors que lui, il fait tout, mais vraiment tout, pour pas nous rencontrer, mais nous éviter. Et ce que tu sous-entends en fait, c'est que tu as peur qu'il y ait des braconniers, des gens qui se mettent aussi à Non, faire des conneries. l'animal, le chien, il veut qu'on le laisse tranquille. Ouais. Il n'a rien de demandé. Alors il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Pas question que tu arrêtes. Si quelque part c'est que tu arrêtes. Donc je voudrais avoir ton avis par rapport à ça. C'est quoi ton acharnement? C'est juste de le prendre en photo et non, après les photos, dire la photo ne de le m'intéresse voir. pas, c'est surtout la vidéo qui m'intéresse. Non, mais quand je dis photo, c'est vidéo de le ouais, voir. j'entends, oui. En fait, ce qui m'a... C'est jusqu'à où tu vas aller si tu veux. En gros, c'était une fois que tu auras ta photo ou ta vidéo de lui. Oui. Après, où est-ce que tu vas aller? Est-ce que tu vas aller sur autre chose ou tu vas persister et continuer, entre guillemets, de capturer, de mettre en cage? Ouais, Ça peut être le cas. T'as ton loup-garou Voilà, ton animal fétiche. de poche, toujours avec toi. T'imagines, c'est extraordinaire d'avoir un loup-garou. Ouais, Évidemment, c'est ouais. interdit en plus d'avoir un animal sauvage chez soi, c'est interdit. C'est quoi la question? La question, c'est de savoir est-ce que jusqu'à où tu es prêt à aller une fois que tu auras. En fait, j'ai découvert que cet animal existait il y a 15 ans de ça. Je m'intéressais au loup-garou depuis mon enfance, depuis 25-30 ans. Tu vois. J'ai découvert ça. C'est un animal fabuleux, extraordinaire, somptueux, d'une beauté incroyable, mais vrai. Et je vois pas au nom de quoi je m'interdirais de m'intéresser à quelque chose de beau et de noble et en plus extraordinairement méconnu du grand public, où ils ont le sentiment en fait que c'est un mec qui se transforme les nuits de pleine lune, assoiffé de sang, où tu vas lui tirer dessus avec une balle en argent, sinon il pourra pas mourir. Évidemment, ça n'a aucun rapport. Et du coup, c'est passionnant parce que tu fais découvrir un animal en fait aux gens. Et en plus, c'est pas comme si c'était un vulgaire divertissement à la con pour déconner comme ça. En plus, c'est que c'est réel. Et c'est là que ça devient vraiment beau, quoi. C'est une belle aventure. Tu t'intéresses à un animal que le monde ne connaît pas, en fait, et qui existe bien. L'idée, c'est pas d'apporter des preuves. Parce que il y a des gens, mais ils pourraient avoir Jésus-Christ devant eux, enfin j'exagère un peu, mais tu vois, ils pourraient. Il y a des gens qui sont nihilistes. J'ai même eu des témoins qui ont vu un loup-garou devant eux.
Tiens, très bien. Et ben ils y croient toujours pas. L'abnégation, le nihilisme total, c'est la peur, je sais pas. Et puis, en fait, là, au bout d'un moment, tu fais intervenir la raison. Tu vois. Quand tu commences à avoir des milliers de témoignages dans le monde, il ne peut pas y avoir que des fous ou que des gens qui cherchent à faire le buzz. Ouais. Ou je sais pas quoi. Au bout d'un moment, il faut faire intervenir la raison. Et puis, moi, quand je rencontre certaines personnes et que je les côtoie, tout ça, je vois qu'ils ne mentent pas. Et pour cause, moi-même, à force de chercher, bah, j'ai commencé à trouver, dans le sens où j'ai eu des expériences rapprochées avec des loups-garous. Et l'idée, c'est d'avoir quand même des vidéos les plus proches. Et si j'ai ces vidéos, et je les aurai tôt ou tard, eh ben, il y a plein de gens qui vont me dire c'est du fake. T'as fait ça par un cinéaste, un cinéaste qui a fait un costume, ou enfin des effets spéciaux, ou je sais pas, ou un truc. Ça ne sera pas une preuve, je le sais. Ouais. Mon but avec Loup-garou France, c'est pas d'apporter des preuves, c'est de partager mon savoir et ma passion avec qui veut bien l'entendre. Et si les gens ont décidé que j'étais un taré, escroc et je sais pas quoi, c'est pas mon problème, c'est leur. Vraiment. Mais par contre, moi j'ai l'esprit tranquille et une bonne conscience parce que non seulement je sais de quoi je parle, mais en plus je dis la vérité. D'accord. Et c'est pas du fake du tout. Donc en fait, c'est de partager ma passion avant tout. Et l'idée, c'est d'avoir un maximum d'images de loup-garou, autant que possible. Et je vois pas où est le mal, en fait. D'accord. C'est pas comme si j'appelais à chercher cet animal pour le détruire ou je sais pas quoi, ou que je disais que des conneries et tout ça, en fait. Ok. Et justement, après, quand tu auras forcément atteint ton but, sur quel sujet tu aimerais bien t'orienter, peut-être sur un autre animal sauvage qui n'a pas été encore décrit? Tu vois peut-être quelque chose? Il y en a tellement, les Mossman, les Bigfoot, les fées, enfin, toutes sortes de créatures plus ou moins mystiques. La légende a toujours ses éléments de vérité, tu vois. Le but, c'est de discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et tout est intéressant. Mais moi, je pense que je veux rester dans mon domaine. Voilà, je ne parle pas de... Il y en a qui cherchent vraiment à brasser large et à parler de tout, ils ont besoin de vues, tout ça, peut-être parfois aussi sur internet d'avoir plein d'abonnés, donc finalement ils parlent de tout. Moi, mon domaine, mon sujet de prédilection, c'est que le loup-garou. Je ne peux pas parler de Bigfoot ou de Mossman ou je ne sais pas quoi, même si j'aime bien, c'est intéressant, mais je ne veux pas trop me disperser. Puis à côté, moi, je suis cinéaste indépendant, donc je fais du cinéma indépendant et je fais du reportage indépendant avec le loup-garou. Et puis à côté aussi de l'audiovisuel, je fais de la théologie sur la chaîne Prédicator, catholique dissident. Donc c'est une autre passion aussi. Donc avec tout ça, j'ai de quoi faire et j'ai de quoi aller très loin. Ton projet, tu aimerais bien aller aux États-Unis, aller faire un petit reportage loup-garou aux États-Unis? Très honnêtement, j'y pense pas. Si j'ai l'occasion, je le ferai, oui. Mais je n'y pense pas spécialement. Il y a suffisamment de travail ici. Yes, okay. Oui. Alors maintenant, on va laisser place à des abonnés. Oui. Et puis surtout, en l'occurrence, une personne qui ne te connaît pas, qui t'a découvert sur le salon. Et donc, bonjour, tu peux te présenter? Je m'appelle Yannick et je suis là au salon du livre, du coup, parce que par curiosité, du coup, je suis un petit curieux, donc j'ai voulu poser 2-3 questions. D'accord, voilà. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Quelles sont tes questions? Moi, j'en avais une, du coup, en écoutant ce que vous avez raconté. Parce que j'ai entendu, du coup, que vous aviez une passion pour les loups depuis longtemps, 25-30 ans de ce que j'ai entendu. Et moi j'avais une question, c'était quel est le point qui vous a fait lancer dans la recherche de cet être cryptique? Alors, premièrement, tu peux me tutoyer. Oui. Deuxièmement, c'est pas un loup mais un loup-garou. Oui. Et cryptide, on dit cryptide. Oui. Donc c'est le domaine de la cryptozoologie, c'est-à-dire c'est une science, je dirais, indépendante qui se veut de chercher et de tenter d'apporter des informations sur des animaux qu'on considère, qu'on considère légendaires, mythologiques, tout ça. Puis en fait, parfois, il s'avère qu'on peut avoir des surprises aussi. Donc moi, ce qui m'a intéressé, il y a déjà une bonne trentaine. Quand j'étais enfant, finalement, je m'intéressais à cet animal-là sous la forme cinématographique, mythologique, lycanthropique, tu sais, l'homme qui se transforme, tout ça, tous ces trucs-là. Je trouve ça assez. Puis l'animal, quoi, il est somptueux, tout ça, machin. Puis j'ai créé un site en 2007 à 2010 à peu près, qui s'appelait lougarou.org. Et il y avait un forum dessus. Et sur le forum, on
parler de l'animal, au cinéma, dans la musique, tu vois, des photos, des trucs comme ça, on se surveillait des trucs comme ça, des passionnés de loup-garou. Mais là, sur le forum, il commençait à y avoir des gens qui me disaient, moi j'ai vu ce qui ressemble à un loup-garou. Alors moi je connaissais pas, tu vois, pour moi c'était trop beau pour être vrai même. Je me dis, qu'est-ce qu'il raconte? Et je commençais à entrer tout doucement, de paraphrase. Mais j'entrais tout doucement en contact avec ces gens-là. Ils m'expliquaient tout ça, en fait, et 2 témoignages, 3 témoins, 4 témoins. Ils disaient c'est bizarre, 10 témoins, etc. C'est bizarre, parce qu'ils parlaient facilement, tu vois, c'était par écrit. Et bien après, j'entrais en contact téléphonique avec eux, je voulais absolument... Mais je faisais pas de vidéo, tu vois, c'était vraiment très, très privé, tout ça. Donc, et là, à force d'entendre des témoignages, j'ai appris plein de trucs, en fait, sur le loup-garou, sur cet animal. Je voyais bien que c'était pas des fous. Vous voyez bien, on reconnaît l'intonation, puis il n'y a aucun intérêt à me raconter ça, en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de buzz à faire, c'est des anonymes, c'est des gens de toute classe sociale, ça peut aller du gendarme, aux militaires, aux paysans, aux boulangers, aux chômeurs, à tout ce que tu veux, des gens de tout âge, tout ça. Donc, c'est bizarre, c'est quand même pas tous des fous qui cherchent le buzz, ou je sais pas quoi, ça me paraît improbable. Oui, il peut pas y avoir que des menteurs. Je comprends qu'il peut y avoir des menteurs, mais il peut pas y avoir que ça tout le temps, tu vois. Et donc, ça m'a passionné, et j'ai fait beaucoup de recherches aussi aux États-Unis, et je suis tombé sur une chasseuse de loups-garous, journaliste, qui s'appelle Linda Godfrey, et qui avait les mêmes problèmes qu'on rencontre finalement en France, et que tout le monde se foutait de sa gueule. Et c'est une sorte de rêveuse, une forme d'artiste comme ça qui délire. Puis en fait, tout doucement, elle a commencé à s'intéresser à ça, multiplier les témoignages et tout ça, puis elle a réussi à comprendre comment fonctionnait cet animal-là, d'où il venait, un peu mieux. Et donc, moi, je suis tombé un peu sur elle aussi. Et là, au fur et à mesure du temps, après j'ai fermé le site, je suis passé à autre chose parce que ça m'intéressait toujours, mais j'ai entamé des études théologiques, j'ai fait d'autres trucs. Et puis c'est qu'il y a bientôt 4 ans de ça, je voyais qu'il y a des gens qui parlaient de ça, mais qui disaient un peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On voyait qu'ils ne connaissaient pas le sujet. Et moi je me suis dit, tiens, effectivement ça raconte tout et l'inverse de tout, mais moi je connais un petit peu le sujet depuis le temps, du coup j'étais là bien avant eux à ce sujet-là. Je me pense, en toute humilité, attention, je ne vais pas sauver le monde, loin de là, mais je pense connaître un petit peu mieux qu'eux. Et avoir fait ces recherches-là, bien avant eux. Donc, en fait, je me suis dit, je vais créer le Loup-garou France et je vais tenter d'optimiser, essayer d'avoir des témoignages et puis parler de l'expérience que j'ai, tout ça. Et ça a très vite pris parce que les gens ont vu, je crois, mon sérieux et ils font bien les différences entre la fiction, parce que je fais de la fiction aussi, en parallèle, et aussi le reportage. J'ai fait plein de reportages dans ma vie, sur plein de sujets différents. Donc tu vois, moi c'est l'audiovisuel qui m'intéresse. Mais le reportage, le terrain, c'est fabuleux, tu vois, tu rencontres des gens, tout ça, j'adore ça. Oui. Et du coup aussi une autre question, parce que justement comme vous avez dit sur les réseaux sociaux, il y a un peu de tout, le contraire de tout, de gens qui racontent n'importe quoi, des vrais témoignages, etc. Et comment on arrive à faire bien le tri entre savoir quelqu'un qui essaie de rouler dans la farine ou qui fait justement un vrai témoignage, comme vous l'avez dit? Objectivement, les gens quand ils te contactent, ils n'ont pas que ça à foutre de te raconter des conneries. S'ils prennent le temps de te contacter et de te raconter une histoire, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à inventer un scénario. Alors ça peut toujours exister. Ça existe, oui, tout à fait. Je n'exclus pas cette possibilité, mais d'un point de vue global, d'un point de vue général, une généralité, en général ou en caporal, parce que je ne l'ai pas fait, les gens n'ont pas le temps à perdre. Alors après, comme je le disais tout à l'heure, je pose des questions subtiles et avec une certaine technique, donc que je ne veux pas véhiculer publiquement, pour définir si c'est authentique ou pas. Mais attention, je ne suis pas infaillible. S'il s'avérait que un témoignage ou deux s'avérait finalement faux pour X raisons, parce que pourquoi, mes abonnés ne sont pas débiles du tout, ils savent, ils connaissent mon sérieux, on vire les vidéos, puis on enchaîne, on passe à autre chose. On va pas. Oui, ça peut toujours y avoir des tarés. J'ai jamais dit que j'étais. J'ai toujours dit que j'étais faillible quand même, quoi. Mais comme je connais bien le sujet, j'optimise les chances d'avoir des trucs authentiques. Ok, merci beaucoup. De rien, c'était un plaisir de venir. On va voir sur Loup-garou France, vraiment, sur les vidéos, tu vas voir, c'est... Yes. Donc maintenant, on va laisser la place à de tes abonnés qui sont venus te voir. Ouais. Alors, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Monique.
Plus fort. Je m'appelle Monique. Ok, enchanté. Enchantée. Alors, depuis quand tu suis Morgane? Depuis 2019. D'accord. Est-ce que tu as des questions à lui poser? Vu que maintenant tu le vois en vrai, quelle est ta question? Alors, crois-tu que l'on pourrait capturer un bébé loup-garou pour l'étudier, en fait, son comportement? Peut-être qu'en fait ça a déjà été fait. C'est une bonne question parce que, en fait, moi je sais tout un tas de choses que j'ai appris en toute indépendance, tu vois. Mais si ça se trouve, il existe de hautes instances, tu vois, qu'on ne connaît pas, en fait, un peu je dirais, cachées, occultes par définition, qui en fait voilà, ont des informations bien plus importantes que les miennes. J'ai fait l'interview notamment d'un gendarme et qui me disait qu'il existait un corps en fait qui s'intéressait à tous ces phénomènes-là, quoi, tous les phénomènes mystiques comme ça, mais à quel point, à quel degré, qu'est-ce qu'ils font de ces informations-là, j'en sais rien en fait. J'ai jamais été contacté moi-même par des hautes instances. C'est ça. Mais c'est tout à fait possible qu'il y ait déjà en fait, je suis convaincu qu'il y a des personnes d'un certain degré, de certains placements en société. Je ne parle pas des politiques, je ne parle pas de Macron, je ne parle pas de ces gens-là. Eux, leurs ambitions, c'est comment paître le troupeau, comment orienter les foules, comment, voilà, etc. Bref, ce n'est pas des sujets intéressants pour eux, à mon avis, le loup-garou. Eux, ils cherchent des trucs, ils cherchent comment être éternel, comment, des trucs comme ça. C'est ça. Mais je pense, oui, il y avait ici, je suis sûr d'ailleurs qu'il doit même y avoir des paysans, des gens vraiment de la campagne qui connaissent ces animaux-là, qui les connaissent très bien. J'ai même eu des témoignages de gens qui leur donnaient à manger, tout ça, tu vois. Donc capturer un bébé loup-garou, ce serait vraiment dommage, mais Ça peut se faire. oui, théoriquement, ça peut se faire. Et puis ensuite, essayer de l'adapter, de C'est le rendre compliqué, ouais. Ça reste un animal sauvage, donc c'est quand même Ouais, mais ça serait pas pour lui faire du mal, mais juste étudier son comportement. Bien sûr. Ça se trouve, ça s'est déjà fait. Hein. C'est fort probable que ce soit déjà fait depuis longtemps. Je pense que j'ai plusieurs thèses par rapport à ça, ce sont des hypothèses, je ne dis pas que j'ai raison, mais que cet animal-là est donc un animal préhistorique, je suis personnellement absolument convaincu, qui est là depuis des millénaires, on le retrouve sur tous les continents. Par contre, je suspecte qu'il soit en voie de disparition. Et je me demande si ces hautes instances, justement, ne seraient pas en train aussi de le protéger en s'abstenant de véhiculer l'information au grand public. Là, on a trouvé des loups un peu différents des autres, effectivement, et peut-être pour le protéger, qu'il n'y ait pas des barjots qui viennent leur tirer dessus. Alors, je comprends cette position-là, mais il faut comprendre aussi la mienne. C'est que, sous prétexte qu'on doit d'une protection animale, alors on n'en parle pas. Ça serait dommage aussi. Je crois que la communauté Loup-Garou France est très heureux de savoir que les loups-garous existent, en fait. Tu vois, donc c'est... Voilà, c'est... il est possible que ça soit ça. Il est aussi possible que ce soit pour ne pas effrayer la population. Mais d'un autre côté, cette thèse-là, je la retiens moins parce que je sais que c'est un animal qui n'est pas vraiment dangereux pour l'homme. Attention, je ne dis pas qu'il est inoffensif. C'est comme un loup, ça n'attaque pas l'homme comme ça. Mais c'est pas un pouic non plus, tu vois, il ne faut pas déconner non plus, on ne sait jamais. On a quelques témoignages d'attaques, des trucs comme ça existe. Mais globalement, il n'attaque pas l'homme. J'ai une succession de témoignages en France et ailleurs. Des gens qui ont été vraiment proches de moi-même, je n'ai pas été attaqué. J'ai eu des grognements. Oui, je me rappelle. À plusieurs reprises d'ailleurs. Mais on ne peut pas dire que j'ai eu des attaques. Ce pas des attaques. Si vraiment ils voulaient les dépouiller, ceux qui se retrouvent en face, les dépouiller, les éclater comme des merdes, les tuer, Il aurait fait plus longtemps. direct. C'est instantané en fait. Et en fait, c'est logique qu'ils n'attaquent pas l'homme comme ça. Le Parce que fuit. c'est une question de survie pour eux. Encore une fois, le loup fait la même chose. Il fuit, c'est une question de survie. Si il s'attaque à nous, qui sommes des super prédateurs, bah Il y a une raison. ce serait l'extinction de cette race aussi, tu vois. Parce que les gens, c'est instinctif tout ça, tu vois. Ils le sentent qu'on est dangereux, ils vont pas s'attaquer à nous. Le loup, étrangement, je vais dire, faut que je fasse attention aux mots que j'utilise, mais c'est une lavette. On va dire des mots, tu vois. C'est une lavette. Il est peureux. Ouais. Il sait que. Bah voilà, c'est un lâche, en fait, bizarrement. On a dans l'image folklorique le méchant loup, tu sais, mais en fait, non. Ils ont
et ils vont s'attaquer aux plus faibles. Par exemple, ils vont s'attaquer au mouton le plus faible ou le plus petit, tu vois, ou un veau qui est malade, ou des renards, tu vois, des blaireaux. Il y en a plein à l'Élysée, des blaireaux. Et des rats, des souris, des rats musqués, ils sont musqués, ils sont forts. Et tu vois, ils vont plus facile. Et ils mangent des fruits aussi, hein. Ils mangent des végétaux. C'est ça. Mais le loup-garou, voilà. Moi, j'ai vu quand même beaucoup de similitudes entre le loup-garou et le loup. Mais ça se détache quand même aussi. Il y a une dimension hominidée. Garou, ça veut dire hominidé, comme tu sais. Et il y a quelque chose du gorille et même une certaine ressemblance, surtout quand elle est en quadrupède, avec la hyène. Ouais. Voilà. Mais c'est pas une fusion de tout ça, attention. Mais disons que la nature elle-même, quand on connaît la nature, quand on s'intéresse vraiment à la nature, on sait que les animaux évoluent beaucoup. Et je reprends l'exemple dans ce premier livre de ce qui est identifié comme étant l'ancêtre du loup, donc du Canis lupus, l'une des races de loup qu'on connaît le mieux. C'est un bel animal déjà, hein, c'est pas un animal à la con. Ouais. Et ben, ils sont impressionnants, ils sont balais, il y a du muscle. Et ben, avant, l'ancêtre, je te parle de ça il y a quelques millions d'années, hein. Je m'en souviens très bien d'ailleurs, il y a quelques millions d'années. J'étais pas né, moi. T'étais pas né, toi? T'étais poisson pané? Et ben, cet animal était le miacis, qui était un petit animal de 3 kilos, tout petit, 30 cm, qui grimpait dans les arbres. Ça ressemblait un peu à une sorte de, je sais pas, de loutre ou de martre, un truc comme ça. Ça ressemblait à rien d'ailleurs, ça ressemblait à rien, un peu comme la femme de Macron. Et en fait, ça s'est fait. Et en fait... C'est sa blague qu'il a voulu la passer tout à Ouais, l'heure. il voulait la passer, et encore je me suis trompé, j'ai dit femme. Mais en fait, tu vois, t'imagines, qu'est-ce qui s'est passé dans la nature pour qu'un petit animal d'environ 30 cm devienne un truc énorme comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la nature elle-même, j'ai vu des informations qui, dernièrement, c'est une trouvaille assez récente, qu'en fait les kangourous avant, ils sautaient dans les arbres, ils grimpaient dans les arbres et tout ça. D'accord. Aujourd'hui, ça va être compliqué pour un kangourou de sauter dans les arbres, tout ça, mais il y a des millions d'années, c'était comme ça. Et avant, c'était peut-être autrement. Il est fort probable, évidemment, que le loup-garou, sa morphologie a évolué aussi. Et tous les animaux évoluent selon leur contexte climatique, géographique. C'est normal, en fait, c'est juste de la cohérence, de la logique. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, tu vois, chez des extraterrestres ou chez un démon, ou un truc comme ça, ou une faille dimensionnelle, tout ça, tu vois. En fait, tout est logique, tout est cohérent, en fait, c'est pas dénué de sens, ce que je dis. Ok. Tu as d'autres questions? Une dernière, je pense que... Est-ce que... on sait que les adultes mangent de la viande, des fruits, mais les bébés, ils mangent quoi? Bah, à mon avis, ça doit être la même chose. Hein. La même chose. Au-delà, oui, effectivement, oui. Au départ, oui, il doit y avoir peut-être pas du lait maternel, mais après, oui, je pense qu'il se met très vite à la barbaque. Steak haché charal, tout. Ouais, t'es obligé, bah oui, il s'habitue comme pour les lions. C'est un charognard avant tout, donc bien qu'il mange des végétaux, les végétaux c'est généralement soit pour déjà pour se purger, tout ça, pour certaines vitamines et puis aussi s'il y a des périodes de famine. Généralement les périodes de famine aussi, quand c'est vraiment trop lourd, ils s'approchent des villages, tu vois, des zones comme ça, et là ils vont taper dans les poulaillers, dans les chiens, dans les chats, tout ça, donc Mais c'est la loi de la nature. Les petits animaux, ils ne s'attaquent pas aux grands... Si, il faut pour qu'ils s'attaquent aux chevaux ou à des Faut qu'ils soient vieux ou vaches, malades. c'est très rare, c'est très rare. Il faut surtout qu'ils soient en bande, il faut qu'ils soient en meute et malades, oui. Mais sinon, ils ne s'attaquent pas aux chevaux comme ça. Je me souviens d'un reportage que tu avais fait à Cousances-les-Forts, je crois. Il y avait Un cheval. dans la forêt, ouais. Mais il était très sauvage et... Ouais. Non, il y avait un problème. Maintenant, il s'attaque. Le cheval, c'est dangereux. Bah oui. Je sais pas s'il est possible. Il te fracasse le crâne. C'est trop balèze. Non, c'est ce que je te disais avant, tu vois. C'est des lâches. Ouais. Le loup-garou est un lâche. J'ai envie d'utiliser des mots, mais tu vas comprendre. C'est le mot que j'ai envie de dire. Ouais. Alors je sais, ça démystifie complètement la mythologie de l'animal sanguinaire qui va s'attaquer à n'importe quoi. Mais en fait, bah non, c'est pas ça du tout la vérité. C'est pas ça, c'est pas comme ça en fait. C'est un animal très très beau et il fait attention, il va pas s'attaquer à n'importe quoi, n'importe comment. Yes. C'est pas un monstre.
Non. Ok, merci pour tes questions. Mais il n'y a pas de souci, ça m'a fait plaisir. Merci. Alors, une dernière invitée donc, qui vient de très loin. Donc bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour, je m'appelle Fabienne. La voix, tu sais. J'habite Je m'appelle Jean-Michel. Sur l'île, tu es venu exprès de l'île pour voir Morgane Oui. à Senonches, Oui, à Senonches. où on se trouve aujourd'hui, le 24, un dimanche, le 24. Voilà. Ok. Quelle est ta première question? Alors, bon, en fait, j'ai déjà témoigné en tant qu'observatrice à mes dépens. Enfin, voilà. Donc, j'ai témoigné il y a bien 8 mois. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai beaucoup écouté ce que vous venez de dire et j'ai plusieurs questions. Alors, en fait, maintenant que les gens commencent bien à te connaître et voilà, est-ce que tu accepterais une collaboration avec des scientifiques pour aider à ce que le loup-garou soit reconnu comme animal répertorié? Voilà. Premièrement, je ne m'estime pas spécialement super connu, tu vois. D'ailleurs, je pense que Loup-garou France, bien que, comme je disais tout à l'heure, ça prend de l'ampleur, doucement mais sûrement. Je trouve que c'est trop doucement. J'aurais bien aimé avoir un passage dans un média que certes vous connaissez, voilà, sur TPMP. Alors il y en a qui vont dire, je le connais là, je Ça m'entends. serait intéressant d'ailleurs, parce qu'il serait super intéressé. Oui, mais tu sais, par Francis Lalanne, j'ai eu un contact rapproché avec le bras droit de Cyril Hanouna. On a parlé, tout ça, ils savent qui je suis, tout, mais il y en a qui me disent oui, mais ils vont se foutre de ta gueule. Oui, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, parce que moi, qu'on se foute de ma gueule, c'est une chose. Déjà, je suis grand, je sais me défendre, je sais répondre, je crois que j'ai un petit peu de répondant. Mais aussi, le but, c'est d'utiliser un négatif pour en extirper un positif. Dans le négatif, il n'y a pas que du négatif si on est suffisamment fin. Et il y a des gens qui vont se dire, mais il est quand même sérieux, puis il a quand même un parler. Il n'est pas, ce qu'il dit n'est pas dénué de sens. Tu vois, donc il y a quand même, tous ne sont pas cons, tu vois, tous ne sont pas moqueurs. Il y en a beaucoup, mais tous ne sont pas moqueurs. Ils vont écouter ce que je dis et ils vont aller vérifier, ils vont regarder sur Loup-garou France. Et là, Est-ce ça que tu va. accepterais une collaboration? Attends, j'y viens, je termine juste avec ça. Ils vont s'intéresser à ça et ils vont. Et d'autres vont se dire, vont savoir que je dis pas des conneries parce qu'en fait, eux, on l'a vu. Et ils vont se dire, ah bah tiens, quelqu'un qui nous comprend, à qui on va pouvoir parler et je vais leur apporter en plus. Ça leur fait du bien psychologiquement de pouvoir en parler, mais en plus, parce que c'est une vraie thérapie pour beaucoup de témoins, parce qu'ils ne savent pas à qui en parler. Mais en plus, je leur apporte des réponses. Bah oui, t'as les sur ce qu'ils ont vu. vidéos, les témoignages. C'est ça. Donc, si j'avais un passage comme ça, il pourrait y avoir effectivement la communauté scientifique qui s'intéresserait peut-être un peu plus à ce sujet-là, et ou autre. On peut Si on me faire un contactait, appel, on peut faire un appel. si on me contactait, alors d'un côté, je veux dire que je suis un peu réfractaire parce que l'aide, franchement, les personnes à qui je dois tous les travaux effectués, c'est ma communauté. Vraiment, c'est eux qui me font des dons. C'est eux qui m'aident. Eux, je leur dois du contenu, des vidéos. Mais eux, à quel moment ils m'ont aidé? À quel moment, j'ai eu besoin, mais ils ne m'ont pas aidé. Oui, mais il y a toujours une évolution dans ton projet de Oui, je suis d'accord. Loup-garou France. Ouais. On peut peut-être faire un appel à des gens qui seraient intéressés par, Tout à fait, ouais. par ça, pour Bien sûr. collaborer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au prime abord, d'un côté, j'accepterais sans doute effectivement de me laisser approcher par ces personnes-là et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais d'un autre côté, je me dis, putain, quand même, ceux à qui vraiment je dois mon œuvre, et en fait, je dis mon œuvre, mais en fait, c'est notre œuvre, parce qu'on fait tous ensemble, je ne fais rien tout seul. Wow. Et voilà, quoi. Et dans mon premier livre, je parle de l'enquête parfaite. Et dans l'enquête parfaite, selon mes critères, c'est plusieurs millions d'euros. Pas 10 000 euros, 20 000, 100 000 euros, non, des millions d'euros. Ça demande une année d'enquête. Tu vois, sur le terrain, avec des spéléologues, avec une armée de spéléologues et de chasseurs de loups-garous. Quand je dis chasseurs, c'est pas avec des fusils, évidemment. Avec des caméras, il faut des milliers de caméras pour optimiser les chances. Il faut aller dans les souterrains, il faut un QG 24. C'est une organisation incroyable. C'est faramineux.
Et alors, Ok. j'ai Une une autre autre question. J'avais eu un témoignage d'un Canadien qui avait vu une famille de loups-garous et qui t'avait invité à venir. Est-ce que tu aimerais bien avoir ce projet-là d'aller... J'aimerais bien, mais je n'ai plus de nouvelles de cette personne-là. C'est un mec, je viens de l'appeler le mec de la forêt, parce que c'est un bûcheron, il est vraiment, lui c'est la forêt. Et ça a été très dur d'avoir ce témoignage, parce qu'en fait, comme c'est un mec de la forêt, du coup, le téléphone, la technologie, il en a un peu, mais C'était intéressant. Il avait vu toute une famille. donc il a réussi, il a quand même accepté d'installer Skype, tant bien que mal, ça a été un peu fastidieux, enfin, je te passe les détails. Et puis voilà, depuis, il voulait m'envoyer un harpon, un truc comme ça, je dis non, ne m'envoie pas ça. Oui, j'y viens, je lui dis non, ne m'envoie pas d'harpon, déjà parce que je ne veux pas le tuer. Et moi, si j'utilise un katana dans certaines expéditions, c'est pas tout le temps, mais c'est dans certaines expéditions, surtout la nuit, c'est que ça me sert de coupe-coupe en fait pour les ronces. Et puis ça sert à me rassurer des fois que je tombe sur un gros con dans la forêt, on ne sait jamais quoi. Mais c'est pas pour tuer un loup-garou, je suis pas un fou qui chasse un loup-garou avec un katana. Il y en a qui cherchent à me caricaturer en me prenant pour un con, en faisant croire que je fais ça, mais je ne fais pas ça du tout. La réalité, c'est ça. Il suffit de regarder mon contenu et d'écouter ce que je dis un tout petit peu et avoir un tout petit peu de bonne foi. Et donc, oui, moi j'aimerais bien aller chez lui. Effectivement, on n'a plus contact depuis le temps. Puis je garde pas contact généralement avec les témoins. Tu vois. Après, ils font leur vie, je fais la mienne. Moi, j'ai plein de trucs, plein de projets, tout ça. Mais si un jour j'avais la possibilité d'aller à l'étranger, oui, pourquoi pas. Bien sûr, je suis pas un j'y pense pas en France. Dernière question, est-ce que tu accepterais que des gens comme nous puissent une fois faire un week-end dans la forêt Il a déjà répondu à cette question parce que c'est quelque chose qui est un animal sauvage, ça reste un animal sauvage. Pas de bruit. Voilà. Attention, vraiment, moi j'invite tous ceux qui veulent le faire. Ils le font. À y aller eux-mêmes. Mais parce que tout seul on a peur. Mais il faut y aller avec toi on n'aura pas peur. Mais tu peux y aller accompagné d'un homme. Voilà. Merci pour ces questions. Merci. Donc merci pour cette interview donc, sur Histoire et Révélation et Loup-garou France. Bonne semaine à vous, bon week-end et on vous dit à très bientôt. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.